Bonsoir, bonsoir et bienvenue et merci d'être venu. Donc pour la dernière, non, pas la dernière, mais la nouvelle conférence dans la série co-organisée par le CRECIB, le Centre de recherche en civilisation britannique, organisation nationale établie dans les années 70 de chercheurs à toute une variété de sujets concernant la société britannique et aussi le Commonwealth et aussi donc co-organisé par le CRECIB et l'Association France-Grande-Bretagne. Nous avons ici le délégué général André Dufetel, qui est une organisation qui existe depuis plus d'un siècle parce que ça a été fondé en 1916. On croit les gens ont trouvé du temps libre même en 1916 pour le faire. Et l'objectif, donc, pour renforcer les liens entre les deux peuples, voilà, voilà. Donc, je pense que c'est le cinquième dans cette série. En tout, je pense qu'on a fait 15 ou 16. Ils sont tous sur notre chaîne YouTube, comme serait celle-ci par la suite. Et alors, ce soir, nous avons la chance d'avoir David Fay de la Sorbonne Nouvelle, professeur de civilisation à la Sorbonne Nouvelle. Alors, il a publié beaucoup de choses, je vais en citer deux ou trois. Alors, il est auteur d'un livre de 2013, La crise du logement en Angleterre, 40 ans de politique du logement et de la ville. Et puis toute une série de chapitres et articles. Et relativement récemment, il a publié Le Parti conservateur et le logement au Royaume-Uni 2010-2020, 10 ans de la révolution, point d'interrogation. Et aussi un article sur la construction des villes nouvelles en France aujourd'hui, ça en 2021. Alors, ce soir, il va nous parler donc de la crise du logement et notamment avec l'exemple de Londres. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être parmi vous et je voudrais remercier donc l'association France Grande-Bretagne ainsi que le CRECIB pour leur invitation. Je suis très heureux de pouvoir discuter avec vous de la crise du logement au Royaume-Uni. Alors, j'ai intitulé, je vais peut-être revenir en arrière d'ailleurs, j'ai intitulé donc, comme vous pouvez le voir, enfin, j'ai donné un sous-titre qui est Une crise ou des crises. Car cette crise, comme je vais essayer de le montrer, ne frappe pas tous les Britanniques de la même manière. Elle ne frappe pas toutes les parties du Royaume-Uni de la même façon. Et puis on peut même dire qu'elle ne frappe pas d'ailleurs tous les Britanniques. D'où le paradoxe électoral qui entoure donc la question du logement, puisque d'un côté, les sondages montrent que le nombre de Britanniques qui déclarent être conscients qu'il existe une crise du logement ne cesse d'augmenter et que désormais, ces Britanniques se retrouvent dans toutes les classes sociales. Et de l'autre côté, le logement reste relativement bas dans les préoccupations électorales des Britanniques autour de la quatrième ou cinquième position, beaucoup plus bas que, par exemple, des sujets, des questions comme l'immigration, l'économie, l'éducation ou la criminalité. Donc c'est l'un des premiers paradoxes. L'autre paradoxe, c'est que pendant très longtemps, cette crise du logement n'a pas été reconnue. On n'a pas mis le mot, en fait, on n'a pas utilisé le mot crise pendant très longtemps. Quand on fait une recherche sur Internet en utilisant, par exemple, ChatGPT, quand on passe en revue la littérature scientifique, on se rend compte que le terme crise a été très, très peu utilisé. Sauf, par exemple, chez Peter Malpass en 1986 ou Glenn Bramley en 1994, et plus récemment chez quelqu'un qui s'appelle Duncan Bowie en 2015. Sinon, on trouve plutôt des synonymes comme affordability, donc mot à mot l'abordabilité, la possibilité donc de devenir acquéreur, donc par exemple d'un logement. Donc ça, c'est un autre paradoxe. Alors aujourd'hui, cette crise du logement, elle est admise par tous, elle est admise en particulier par tous les gouvernements qui, comme vous pouvez le voir sur la première slide, donc font des promesses de plus en plus
ambitieuse pour résoudre cette crise, puisque par exemple, le Parti conservateur sous Boris Johnson en 2019 et le Parti travailliste aujourd'hui en 2024 se sont engagés à faire bâtir 1,5 million de logements sur 5 ans. Donc, cette crise est aujourd'hui reconnue. Elle est également, elle fait l'objet de très très nombreux rapports, comme vous pouvez le voir également sur cette première slide, en particulier des rapports non seulement gouvernementaux, mais de divers organismes. Malgré tout, ce qui fait dire à certaines personnes et certains chercheurs que le logement n'est pas encore reconnu ou n'a pas été pendant longtemps reconnu à sa juste valeur, c'est que on a assisté à une valse de ministres pendant 12 ans, 12 ministres en 12 ans, ce qui semble indiquer quand même une priorité assez faible pour un certain nombre donc, de gouvernements. Et nous allons voir donc si aujourd'hui le Parti travailliste va en fait peut-être mettre un terme à cette série de valses et de courte durée de ministère du logement. Alors, si on reconnaît l'existence en fait de cette crise, euh, par contre, il n'y a pas de consensus sur l'origine de cette crise. C'est-à-dire que, pour schématiser, on peut dire qu'il existe trois écoles qui essayent d'apporter donc des réponses qui sont différentes. Une première école qu'on pourrait un peu résumer par le terme néolibéral insiste sur le décalage entre l'offre et la demande. Et je vais revenir sur cette question qui est souvent quand même aujourd'hui celle qui est enfin, cette cause qui est mise en avant, en particulier par les gouvernements. Une seconde école est plutôt marquée à gauche, met l'accent sur ce qu'on appelle la financiarisation du logement, donc le développement en Grande-Bretagne de programmes immobiliers destinés en particulier à la location, ce qu'on appelle les build to rent ou buy to let, selon le public qui est visé, les investisseurs qui sont visés. Et puis une troisième école très très restreinte qui est représentée par Danny Dorling, qui est chercheur à Oxford, et qui lui affirme qu'il n'y a pas vraiment de crise du logement, il y a plutôt une mauvaise adéquation entre mauvaise répartition des logements au sein de la population britannique. C'est-à-dire que certaines catégories de la population occuperaient des logements trop grands pour eux. Voilà. Mais en termes quantitatifs, il y aurait suffisamment donc, de logements en Grande-Bretagne. Donc c'est une école extrêmement minoritaire, comme vous pouvez vous en douter. Alors, cette crise du logement, donc je vais passer en revue un certain nombre de causes, d'acteurs et de manifestations de cette crise. Cette crise, il faut garder en tête qu'elle a des conséquences très nombreuses, parfois très violentes, spectaculaires. On peut en citer trois. On peut par exemple citer des conséquences électorales, puisque certains sondages et certains articles ont pu montrer que le vote de certains Britanniques pour quitter donc l'Union européenne était aussi motivé par la crainte de voir une immigration européenne mettre une pression trop importante sur les services publics et en particulier sur le logement. Autre conséquence que l'on peut mentionner, une conséquence sociale, la difficulté pour les services publics, à Londres en particulier, de recruter et de garder leurs travailleurs clés, c'est-à-dire tout simplement leurs employés. Je pense en particulier au NHS ou au système éducatif. Et enfin, peut-être une conséquence économique. Et là, je pense en particulier à la faillite, à la banqueroute d'une trentaine de collectivités territoriales l'année dernière, face au coût du logement de certaines catégories prioritaires de la population, et pour s'acquitter de leur obligation légale de reloger ces catégories de la population, ces collectivités locales ont dû demander une aide d'urgence au gouvernement qui leur a été accordée en janvier de cette année. Donc il y a toutes sortes de conséquences que auxquelles on peut penser, que l'on peut mentionner quand on parle du logement et des conséquences de cette crise. Alors je vais peut-être
Maintenant, passer donc aux symptômes de la crise pour vous donner quelques chiffres et vous montrer comment elle se traduit. Et en particulier comment elle se traduit dans les divers statuts d'occupation, donc c'est-à-dire pour les propriétaires ou aspirants propriétaires, pour les locataires du social, pour les locataires du locatif privé. Donc, comme vous pouvez le voir, les aspirants propriétaires, les jeunes en particulier, se trouvent confrontés à une explosion donc des prix immobiliers, 10% pour la seule année 2022 et 13%, 14% donc depuis 1922, et se trouve confronté également à une dégradation de ce qu'on appelle le ratio, le rapport entre prix immobilier et salaire. Alors ce ratio, je vais peut-être vous montrer tout de suite d'ailleurs une autre slide qui montre donc euh, voilà, le ratio salaire-prix immobilier. Ce ratio a atteint en 2022 8,3 alors qu'il n'était que de 3,5 en 1997. Donc on voit bien sur la courbe, hein, on voit que la courbe déjà est ascendante. On voit qu'elle démarre donc autour de 3, 4 dans les années, à la fin des années 90, qu'elle atteint donc presque 10 en 2022. Donc très très brutale et rapide augmentation ou dégradation de ce ratio. Il faut savoir qu'en général, les spécialistes du logement considèrent qu'un ratio de 3,5 est un ratio soutenable. Donc on est à 8,3 aujourd'hui pour l'ensemble de l'Angleterre. Donc première manifestation, et ce pic qui avait été déjà précédé par d'autres pics dans les années 80 et 70, cette dégradation commence, comme vous pouvez le voir, à partir des années 90, fin des années 90. Alors, cette explosion des prix de l'immobilier, là je parle donc des prix pour les aspirants propriétaires, a conduit, et donc là je vais revenir en arrière, à un retournement du système immobilier britannique, c'est-à-dire en fait le déclin de la propriété au sein de la population britannique et anglaise en particulier. Donc ce déclin, comme vous pouvez le voir, alors il touche surtout les jeunes qui sont de moins en moins en mesure donc d'accéder à la propriété. Les jeunes en particulier, comme l'ont montré des études récentes de l'ONS, du Office of National Statistics, les jeunes qui sont issus des classes populaires naturellement. Donc on voit donc sur ce graphique, on voit en fait, enfin, je suppose que vous pouvez voir, on voit donc si vous regardez la partie basse, owner occupied, la propriété, on voit en fait la croissance, donc l'augmentation du taux de propriétaires jusqu'aux années 2003 à peu près, et ensuite un déclin. Donc ça, c'est un retournement qui est totalement inédit en Grande-Bretagne, puisque depuis en fait l'émergence d'une propriété de masse dans les années 30, le taux des propriétaires n'avait cessé de croître pour donc atteindre un pic en 2003. Donc aujourd'hui, il décline. Et ce qui va totalement à l'encontre en fait du discours et des politiques des gouvernements successifs et en particulier des gouvernements conservateurs qui mettent en avant depuis les années 50 a property owning democracy, donc une démocratie de propriétaires. Donc là, on est face à un échec en fait des politiques gouvernementales. Donc, premier exemple, c'est donc les aspirants propriétaires. Deuxième, je vais revenir en arrière. Deuxième exemple, chez les locataires, le problème majeur est la hausse des loyers, plus 36% depuis 2019. Donc, hausse des loyers continue, qui fait que les locataires britanniques et anglais en particulier sont ceux dont le taux d'effort dans l'OCDE est le plus important, hormis la Finlande. Donc, autour de 22% du salaire consacré en moyenne au logement locatif. Autre exemple de cette crise, autre symptôme de cette crise, l'allongement des listes d'attente dans le secteur social, qui atteint aujourd'hui 1,3 million en Angleterre. Donc, encore une fois, un chiffre qui n'avait jamais atteint, on est à un pic. Et on peut également mentionner, ce qui est une conséquence des listes d'attente pour un logement social, une hausse rapide du nombre de sans domicile fixe.
plus 20% en un an, et un pic a été atteint à Londres en 2024. Autre manifestation due à l'engorgement du secteur locatif social, la hausse constante des foyers logés dans les structures temporaires parce que appartenant à des catégories prioritaires que les collectivités locales ont le devoir de reloger, même si c'est temporairement. Donc, hausse de ce chiffre. Vous pouvez voir donc à l'écran 126 000 familles aujourd'hui, et surtout des familles qui sont de plus en plus, qui restent de plus en plus longtemps dans ces structures temporaires, alors que la loi, théoriquement, impose un délai maximum de 6 semaines. Voilà. Et enfin, peut-être dernière manifestation, la hausse du taux de surpeuplement, overcrowding, depuis donc hausse constante depuis 20 ans, et qui est plutôt marquée dans le parc social, hein, qui atteint 8% des foyers. Vous avez ici à l'écran une carte de l'Angleterre qui traduit cette dégradation donc du concept, enfin de l'affordability, hein, donc de l'abordabilité, de la possibilité donc de devenir propriétaire. On voit en foncé les zones de l'Angleterre, donc autour de Londres en particulier, où le taux, le ratio est supérieur à 10. Et en bleu, en clair en particulier, les ratios qui sont rares, hein, qui sont inférieurs à 5. Alors pourquoi cette crise du logement et pourquoi en particulier cette explosion des prix de l'immobilier et des loyers? Alors comme je le disais, les causes sont nombreuses et donc il existe un débat autour de ces causes. Mais la cause la plus fréquemment avancée, c'est le déclin de la construction, c'est-à-dire l'écart croissant entre l'offre et la demande en logement. Alors, cette pénurie, elle fait également l'objet donc de débats, de discussions, des chiffres. Il y a donc une fourchette haute, une fourchette basse. Récemment, un rapport a été publié qui donne une fourchette très haute de 4,3 millions de logements qui seraient donc manquants en Grande-Bretagne, c'est-à-dire environ 15% du parc actuel, ce qui est énorme. D'autres fourchettes sont beaucoup plus basses, elles sont autour de 2,9 millions, 3,9 millions. Quoi qu'il en soit, en fait, la Grande-Bretagne et l'Angleterre en particulier manquent donc de logements. Il faudrait donc pour rattraper ce retard et combler la pénurie, il faudrait environ, alors si on prend la fourchette haute, 442 000 nouveaux logements par an, rien qu'en Angleterre, sur 25 ans. Si on prend la fourchette moyenne, qui est celle que le gouvernement choisit, c'est à peu près 300 000 logements par an. Le problème, comme vous pouvez le voir sur le premier point de cette slide, c'est qu'en moyenne, euh, l'industrie du bâtiment fournit environ 145 000 logements par an depuis les années 2000, avec une légère hausse en 2023, 158 000. Donc d'un côté, si on prend la fourchette basse, 300 000, de l'autre, la production qui est de 145 000 ou 150 000. Donc il y a une énorme naturellement, un énorme écart, ce qui peut expliquer donc la hausse des prix immobiliers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en préparant donc cette conférence, j'ai trouvé un rapport assez récent qui montre que, contrairement à ce que l'on pense, la dégradation, en fait, le déclin la construction ne date pas, et en particulier la construction privée, ne date pas des années 70-80, mais aurait commencé dès l'après-guerre, dès 1945. Elle se serait traduite par un déclin donc de la production de l'industrie du bâtiment. Euh, Comme vous pouvez le voir, le taux de construction a été divisé par deux dès 1945.
Ce qui aurait eu pour résultat que la Grande-Bretagne serait passée d'un rapport logement-population au-dessus de la moyenne européenne en 1945 à aujourd'hui un rapport logement-population en dessous de la moyenne européenne. Alors pourquoi ce déclin de la construction en Grande-Bretagne de manière générale? Alors là encore, il y a plusieurs écoles. La première école met l'accent sur la structure de l'industrie du bâtiment. Elle met l'accent sur, par exemple, et ce sont également les arguments que reprennent les gouvernements, elle met l'accent sur la trop grande concentration de l'industrie du bâtiment. C'est-à-dire que on est passé d'une situation où il existait énormément de petites et moyennes entreprises du bâtiment dans les années 80, comme vous pouvez le voir à l'écran, à une situation, et donc ces petites et moyennes entreprises bâtissaient environ 36-40% des nouveaux logements, à une situation où aujourd'hui l'industrie du bâtiment est très concentrée autour de quelques très gros constructeurs. Et le problème, selon les experts et selon donc, les gouvernements successifs, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de concurrence. En particulier pas suffisamment de concurrence locale, puisqu'en général, on a un constructeur dans une collectivité territoriale, et donc cette absence de cette absence de concurrence fait que les constructeurs ne sont pas encouragés à produire davantage. Et cette industrie du bâtiment est également décrite comme étant peu innovante, ayant très peu recours à des méthodes comme par exemple la préfabrication hors site et se concentrant sur des méthodes traditionnelles. Donc ça, c'est l'une des explications pour expliquer le décrochage de l'industrie du bâtiment privé, en particulier depuis les années 80. Autre accusation auxquelles font face les constructeurs, et là c'est plutôt les promoteurs, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle land banking. Alors land banking, c'est, donc notamment c'est l'accumulation de foncières, c'est tout simplement le fait que les promoteurs sont accusés d'engranger, d'emmagasiner les permis de construire sans les utiliser, en espérant qu'entre-temps, les prix du logement montent et donc en espérant faire un profit grâce tout simplement à cette inflation immobilière. Alors, il y a eu des tas d'enquêtes donc de réaliser sur le sujet, et il semblerait effectivement que si l'on prend les 10 dernières années, 60% des planning permissions, donc des permis de construire, n'aient pas été utilisés. Environ 1,1 million de permis de construire sont toujours donc en attente voilà, d'être utilisés. Donc ça, c'est la première école et qui met l'accent donc sur le déclin, l'incapacité de la construction de l'industrie du bâtiment, son incapacité à répondre aux signaux du marché et aux besoins de la population, ce qu'on appelle le manque d'élasticité. Et là, vous avez à l'écran donc un graphique qui montre le déclin donc de cette construction, alors privée en particulier, donc qui est en bleu, envers la construction publique, depuis, comme vous pouvez le voir, en particulier donc les années donc 70, mais aussi avec donc un creux à partir donc des années 1940, 50. Alors l'autre école, elle, pour expliquer donc cette crise du logement et l'inflation immobilière, elle met l'accent sur le code de l'urbanisme, c'est-à-dire le système d'aménagement du territoire qui est issu de la loi de 1947, Town and Country Planning Act, alors loi qui a cherché à mettre un terme à l'étalement urbain de l'entre-deux-guerres, puisque la Grande-Bretagne, l'urbanisme britannique de l'entre-deux-guerres était
se caractérisait par donc un étalement urbain, par l'absence de véritables permis de construire et surtout un système de plans locaux d'urbanisme qui était non pas obligatoire, mais permissive, facultatif. Donc, la loi de 47 a cherché à mettre un terme à cet étalement urbain en nationalisant le droit de bâtir, en imposant aux collectivités locales ce qu'on appelle un Local Development Framework, un plan local d'urbanisme, et en faisant dépendre chaque construction d'un permis de construire. Alors, le problème, c'est que ce système qui a été, qui est donc hérité de la loi de 1947, qui a été quelque peu réformé au fil des décennies, est aujourd'hui attaqué au motif qu'il est trop lent, que en raison du très long, de la longue succession d'étapes pour obtenir un permis de construire, par exemple pour un nouveau lotissement, étapes qui passent par une enquête publique, éventuellement par un appel, etc. Donc ce système est imprévisible, lent et imprévisible. Qu'il est aussi, qu'il souffre d'une pénurie de personnel, et il est aussi attaqué pour ce qui en fait l'un de ses piliers, c'est ce que j'ai donc ici mentionné dans le troisième point, ce qu'on appelle les ceintures vertes. Alors les ceintures vertes, c'est ce que vous avez ici, Green Belts. Les ceintures vertes sont donc au nombre de 14 aujourd'hui en Angleterre. Donc elles couvrent environ 12% du territoire anglais. Elles ont été créées un peu plus tard que la Town and Country Planning Act de 47. Elles ont été créées par la circulaire de 1955. Elles ont pour objectif, elles aussi, d'empêcher l'étalement urbain et d'empêcher la fusion entre les zones urbaines, comme par exemple dans les West Midlands, et de permettre l'accès des citadins à la campagne, l'accès plus facile. Alors aujourd'hui, le problème donc de ces ceintures vertes, c'est qu'elles sont elles font elles aussi l'objet d'un débat. Elles sont accusées d'étouffer la croissance urbaine, puisqu'elles enserrent donc les plus grandes agglomérations britanniques, ainsi que les villes historiques comme Oxford, par exemple, et Cambridge. Et donc elles sont accusées donc d'étouffer la croissance urbaine, comme je le disais, d'empêcher la construction. Et elles sont donc attaquées en particulier par la House Builders Federation, donc la fédération du bâtiment, mais défendues bec et ongle par exemple, des organismes comme Campaign to Protect Rural England. Et le sujet, donc c'est un débat qui remonte aux années 70, 80. Le sujet est tellement sensible électoralement parlant qu'aucun gouvernement n'a cherché, en particulier le gouvernement conservateur, n'a cherché en fait à desserrer ces ceintures vertes. Sauf le gouvernement actuel, donc élu en juillet 2024, le gouvernement travailliste, comme on le verra donc dans la conclusion. Dernier peut-être point qui est aussi du Code de l'urbanisme qui est aujourd'hui attaqué, et c'est assez récent, c'est ce qu'on appelle hope value, donc mot à mot donc la valeur d'espoir, c'est-à-dire la possibilité qui a été donnée dans la loi de 1961, possibilité de donner aux propriétaires fonciers de réclamer ou de vendre plutôt leurs terres, que ce soit à des promoteurs ou à des collectivités territoriales, non pas au prix agricole, mais au prix estimé après lotissement, construction et développement. Le problème, c'est que cette hope value n'est pas 2, 3, 5 fois supérieure au prix agricole, mais, comme cela a été calculé par la New Economics Foundation, 275 fois supérieure au prix agricole. D'où donc l'explosion des prix, alors non seulement fonciers, mais euh, ensuite donc immobiliers. Et donc, ce serait l'une des raisons également, l'une des raisons pour lesquelles
la construction serait donc en berne et aurait ralenti depuis les années en particulier 70-80. Alors, les gouvernements successifs ont cherché à résoudre la question du code de l'urbanisme. Il y a eu énormément de réformes, en particulier sur le New Labour et même dès le gouvernement Major. La dernière est celle qui a eu lieu en 2012, lorsque le gouvernement conservateur, enfin la coalition plutôt sous la direction de John Major, pardon, de David Cameron, a simplifié le code de l'urbanisme en donc, publiant ce qu'on appelle National Planning Policy Framework et en introduisant a presumption in favor of construction, donc une présomption en faveur de la construction qui, en théorie, devait rendre plus facile donc la construction de logements, parce qu'il fallait démontrer que tout projet immobilier, tout projet de logement, ou projet immobilier d'ailleurs plus généralement, euh, était un désavantage pour la collectivité territoriale pour s'y opposer. Euh, En pratique, comme le montrent les chiffres, cette présomption en faveur de la construction n'a pas été efficace puisque l'industrie du bâtiment continue à voir son activité donc décliner. Alors, si on prend maintenant les divers statuts d'occupation, euh, donc j'ai parlé de la propriété, de la difficulté donc à accéder à la propriété. Donc, en raison de ces difficultés, une partie des Britanniques et des Anglais en particulier sont contraints de se tourner donc vers le secteur locatif privé, ce qu'on appelle le private rented sector en Grande-Bretagne, qui est en pleine expansion. Euh, pour vous donner une idée, donc comme je l'ai indiqué à l'écran, le secteur est passé en une vingtaine d'années de 10% donc des foyers à environ 19-20% des foyers britanniques aujourd'hui. Alors, son expansion récente, elle est due à des choix politiques des gouvernements successifs, et en particulier des décisions pour inciter fiscalement l'investissement des institutions ou des particuliers dans ce secteur. Donc, c'est ce que je disais, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, des programmes Buy to Let ou Build to Rent. Le problème est que ce secteur pose un certain nombre de difficultés pour les Britanniques qui sont contraints donc de s'y loger. C'est le secteur où le taux d'effort, donc le pourcentage du salaire consacré au logement est le plus élevé. Je crois que j'ai indiqué des chiffres donc à l'écran. 31%, voire 41% du salaire si on prend en compte uniquement les récipiendaires d'allocations sociales. Alors qu'on considère en général que 33% est encore une fois un maximum soutenable pour donc la proportion donc du salaire consacré au logement. C'est aussi le secteur où les conditions de logement sont les plus mauvaises. On considère que 23% environ des logements locatifs privés ne sont pas aux normes, mais c'est un secteur qui est très largement déréglementé. C'est un secteur, par exemple, où un certain nombre de normes comme le Decent Homes Standard ne s'appliquent pas, alors que cette norme s'applique au secteur social. Euh, donc, c'est un secteur qui pose un certain nombre de problèmes. C'est aussi, parce qu'il est très déréglementé, quasiment déréglementé, un secteur où les propriétaires peuvent refuser de louer à des récipiendaires d'allocations sociales. Et on voit très souvent en Angleterre no social security hein, dans les annonces de location, c'est-à-dire hein, nous ne voulons pas de personnes qui reçoivent des allocations sociales. C'est un secteur, parce qu'il est déréglementé depuis les années 80 en particulier, où les loyers ne sont pas encadrés du tout, d'où une très très forte augmentation des loyers, 10% en 2024.
Un secteur où les baux ont été en même temps, donc les loyers déréglementés, donc dans les années 80, et où les baux sont de très courte durée, environ de 6 mois, entre 6 et 12 mois. Et donc un secteur qui est marqué par un déséquilibre en matière de pouvoir entre locataires et propriétaires. C'est-à-dire que les locataires ont très peu de pouvoir et de droits. Les propriétaires en ont euh, bien plus. Et un très bon exemple de ce déséquilibre, c'est ce qu'on appelle la section 21 de la loi sur le logement de 88, qui permet aux propriétaires d'expulser sans motif leurs locataires sous 2 mois. Et on a donc des enquêtes, des études ont naturellement eu lieu et ont montré que environ 26 000 foyers depuis 2019 avaient été donc expulsés par ce biais de leur logement, avec en particulier après la pandémie et le retour à un système déréglementé, puisqu'il y avait eu en fait un gel des expulsions durant la pandémie, un pic donc à partir de 2022 dans les expulsions. Et de nombreuses enquêtes ont montré à quel point les locataires du secteur donc locatif privé étaient contraints d'accepter un certain nombre de problèmes, comme par exemple une hausse de loyer excessive ou des conditions de logement dégradées, de peur de perdre leur logement et d'être la victime, la cible de ce qu'on appelle revenge eviction, les expulsions représailles. Donc, c'est un secteur qui pose de nombreux problèmes pour les Britanniques qui ne peuvent pas accéder à la propriété et qui sont contraints donc de s'y loger pour toutes les raisons que j'ai mentionnées. Alors, l'autre secteur, c'est le secteur social, qui malheureusement, donc dans un système immobilier idéal, les personnes ne pouvant pas accéder à la propriété ou étant contraintes de dépenser un pourcentage excessif de leur salaire devraient pouvoir se tourner vers le secteur social. Mais c'est un secteur qui a été affaibli, et c'est un euphémisme, depuis les années 80. C'est un secteur qui a été, on pourrait même dire, décimé par les réformes des conservateurs à partir de 1979, qui ont imposé le retrait de l'État progressivement, ce qu'on appelle rolling back the state, donc en anglais, quand on fait référence à toutes ces réformes, dans une optique donc néolibérale. Alors, le secteur du logement a été immédiatement attaqué par les conservateurs en 1980, après leur retour au pouvoir, pour trois raisons. Des raisons donc politiques, puisque les conservateurs ont toujours considéré que les collectivités, les municipalités travaillistes monnayaient les logements HLM en échange d'un vote lors des élections municipales. Également, pour une raison économique, puisqu'en fait, pour les conservateurs, le secteur social était la manifestation parfaite d'un État-providence boursouflé, qui donc vivait au-dessus de ses moyens. Et pour une raison idéologique, parce qu'il était considéré, ce logement social, comme l'expression de la culture de l'assistanat, dependency culture. Donc, les gouvernements conservateurs se sont immédiatement attelés à une réforme du secteur. Ils ont eu recours à trois mécanismes qui ont profondément donc, transformé le secteur. Ils ont commencé par, comme vous pouvez le voir à l'écran, par privatiser le parc social. Et ils, ils se sont donc appuyés sur trois lois que vous avez dû sans doute déjà rencontrer dans vos lectures. Trois lois qui ont introduit ce qu'on appelle the right to buy, le droit d'acheter,
le droit d'acheter, donc donné aux locataires d'un HLM. Euh, donc avec une ristourne, une réduction sur le prix d'achat, réduction qui augmentait avec le nombre d'années passées dans ce logement. Donc il y a eu trois lois, 1980, 1984 et 86, je crois. Trois lois donc, qui ont conduit à la vente, rien qu'en Angleterre, de 2 millions de logements HLM à ce jour, logements qui n'ont pas été remplacés. Et ils ont également, à partir de 1988, donné le droit aux collectivités locales qui le souhaitaient de se défaire de leur parc social, de le transférer aux bailleurs sociaux, ce qu'on appelle en Grande-Bretagne les housing associations. Donc, privatisation du parc social. L'ironie, c'est que, comme vous pouvez le voir à l'écran, aujourd'hui, 40% de ces logements HLM qui ont été vendus, revendus, se retrouvent sur le marché locatif privé. Donc, ces logements ne sont plus en mesure d'aider les Britanniques qui auraient besoin d'un logement social. Deuxième mécanisme, les gouvernements successifs ont cherché à fragmenter le secteur social en basculant le financement des collectivités locales, donc pour construire des collectivités locales, comme c'était le cas depuis la loi de 1919 sur le logement, vers le secteur associatif, donc les housing associations dont je parlais, tout en réduisant progressivement les fonds alloués au secteur, au logement social, à partir des années 90. Et troisième mécanisme, à partir de 1988, une loi a retiré aux municipalités, aux collectivités locales, donc qui étaient responsables des programmes de logement depuis les années 1919, comme je le disais, donc a retiré à ces collectivités locales le droit de bâtir pour leur donner le droit simplement de faciliter l'accès au logement, c'est-à-dire de mettre en relation les bailleurs sociaux avec les demandeurs de logement. Donc c'est la dichotomie bien connue des années 1980 donc, dans les services publics, ce qu'on appelle donc enablers d'un côté, les facilitateurs et de l'autre côté les providers, les fournisseurs. On a divisé donc le secteur social en enablers, facilitateurs, les collectivités territoriales, et providers, donc les fournisseurs, les bailleurs sociaux. Alors, les résultats de ces réformes, elles sont dramatiques aujourd'hui, puisque les collectivités locales, et ça se voit d'ailleurs si l'on revient en arrière, si vous regardez le graphique, et en particulier donc la partie verte du graphique en 2020, les collectivités qui construisaient encore en 1968 160 000 logements à elles seules en construisent aujourd'hui moins de 3 000. Le secteur associatif qui est en théorie le grand gagnant donc, des réformes des années 80, puisque le financement a été basculé vers le secteur associatif, vers les bailleurs sociaux, avec une moyenne de 24 000 par an en Angleterre depuis les années 2000, ne parvient à bâtir que environ 18% de tous les nouveaux logements, ce qui est très inférieur à ce que les collectivités locales pouvaient encore bâtir en 1980, pardon, 43% de tous les logements. Donc, force est de constater que ces bailleurs sociaux sur lesquels les gouvernements successifs se sont appuyés pour compenser le retrait des collectivités territoriales ne sont pas en capacité de bâtir suffisamment pour répondre aux besoins en logements sociaux de la Grande-Bretagne et de l'Angleterre en particulier. Et les besoins sont pourtant énormes. Je vais revenir sur un slide consacré au secteur social. Les besoins sont énormes puisqu'on estime à 145 000 le nombre de logements abordables nécessaires. Donc, par abordable, j'entends, et c'est la définition de la loi de 2011, avec des loyers donc jusqu'à 80% du marché local. Donc 145 000 d'un côté logements abordables et nécessaires,
rien qu'en Angleterre. De l'autre, environ 36 000 logements maximum bâtis par le secteur social dans son ensemble. Et parmi donc ces 145 000 logements abordables annuels nécessaires, il en faudrait 90 000 sociaux, donc très, très sociaux. Alors, le résultat de ces réformes, c'est non seulement l'impossibilité de répondre aux besoins en logements sociaux des Britanniques, mais c'est aussi un bouleversement du système immobilier britannique, puisque les collectivités locales qui possédaient 30% du parc national de logements en 1980 n'en possèdent plus que 7% aujourd'hui. Elles sont passées de 30 à 7%, d'où le problème d'accès au parc social, avec 1,3 million demandeurs donc, de logements. Le secteur associatif, lui, le grand gagnant du basculement de ce financement à partir des années 80-90, aujourd'hui représente environ 10% du parc national. Mais si vous additionnez les deux, donc vous voyez qu'on arrive environ à 17% du parc national aujourd'hui, alors que les deux collectivités et secteurs associatifs en 1980 représentaient 32% du parc national. Donc, déclin du secteur social. Et donc, confronté à ces problèmes, au manque de financement, euh, les collectivités locales doivent désormais s'appuyer, tabler sur un mécanisme qui s'appelle Section 106. Donc, c'est la section 106 de la loi Town and Country Planning Act de 1971. Donc, un mécanisme qui leur permet de négocier avec les promoteurs locaux, enfin les promoteurs qui cherchent à construire localement, de négocier un pourcentage de logements abordables, voire sociaux. Et c'est un mécanisme très important parce que, comme vous pouvez le voir, c'est un mécanisme qui permet encore, ou qui permettait encore récemment, de faire construire environ 44% de tous les logements abordables en Angleterre en particulier. Euh, Malheureusement, enfin la réforme plutôt par les conservateurs en 2012 du Code de l'urbanisme, auquel j'ai fait référence précédemment, donc la National Planning Policy Framework, a inclus une clause donnant la possibilité aux promoteurs d'invoquer a competitive return, donc un retour compétitif sur investissement. Retour qu'aujourd'hui les investisseurs, les promoteurs, pardon, estiment à 20%, ce qui est beaucoup plus élevé que dans les années 1990-2000, et ce qui leur permet de demander à revoir à la baisse le pourcentage de logements abordables et sociaux négociés précédemment avec une collectivité, au motif que le programme ne sera pas viable. C'est pour ça qu'on parle de viability. Donc c'est un gros problème pour les collectivités locales qui vient s'ajouter à toutes leurs difficultés en fait à produire du logement social, en particulier par manque de financement. Alors, j'ai beaucoup parlé des problèmes structurels du système immobilier britannique, euh, que ce soit donc pour ce qui est de l'industrie du bâtiment, que ce soit pour le code de l'urbanisme, mais on ne peut pas non plus naturellement faire l'impasse sur les choix faits par les gouvernements britanniques successifs, et en particulier les gouvernements conservateurs et le gouvernement de coalition. Donc, en particulier donc, ce dernier qui est arrivé au pouvoir donc, en 2010 et qui est resté au pouvoir jusqu'en 2015. Euh, Parce que ces gouvernements qui sont arrivés dans un contexte de politique compliquée suite donc l'effondrement financier économique de 2008. Donc sont arrivés au pouvoir avec en premier temps donc des politiques d'austérité,
en promettant en particulier de s'attaquer, donc de réduire les dépenses publiques, hein. Il y a des chiffres qui ont immédiatement, très rapidement été donnés, enfin des objectifs qui ont été donc donnés donc par le gouvernement de coalition, moins 32 milliards donc de dépenses publiques, c'était donc l'objectif de la coalition. Ces choix, de manière générale, expliquent pourquoi, depuis 2010, les collectivités locales ont vu leur dotation générale baisser de 40%. Et donc, dans ce contexte de politique d'austérité, ces gouvernements, donc les gouvernements de coalition et les gouvernements conservateurs qui ont suivi, donc ont sabré dans les dépenses consacrées à la construction. On estime qu'entre 2010 et 2015, le budget alloué donc au logement, ce qu'on appelle Affordable Homes Program, donc le budget qui est donc consacré à la construction par l'État de logements abordables, a été réduit de 70%. Donc, première décision funeste prise par donc, ces gouvernements de coalition. Euh, et le gouvernement Cameron, donc avant que David Cameron ne démissionne, en 2016, avait même pris la décision de ne plus financer le logement social. Donc, dans ce budget donc, qui est défini par le gouvernement et alloué par l'État aux, donc, aux bailleurs sociaux, aux fournisseurs de logements sociaux qui doivent concourir pour obtenir donc, ce financement, donc dans ce budget, il avait été donc défini en 2016 que serait exclu le logement social, que seul le logement abordable, c'est-à-dire le logement avec des loyers pouvant aller jusqu'à 80% du marché, serait financé par l'État. Donc des choix extrêmement, donc comme je le disais, funestes, pour le logement social en particulier, et pour l'accès donc au logement pour de nombreux Britanniques. Et autre décision prise là, dans l'optique de réduire l'enveloppe consacrée à l'allocation logement dans le secteur privé et dans le secteur public. Donc, autre décision, la décision par le biais du Welfare Reform Act de, premièrement, plafonner le total des allocations sociales, et donc parmi ces allocations sociales, l'allocation logement. Deuxièmement, revoir à la baisse le calcul de l'allocation logement dans le secteur privé. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, c'est un calcul assez compliqué. Simplement, l'idée était de faire des économies pour l'État en baissant donc, en plafonnant et en réduisant donc l'allocation logement pour les locataires du secteur privé. Autre exemple de décision funeste, le retrait donc, aux Britanniques euh, de moins de 35 ans de l'allocation logement, ou plutôt le plafonnement de cette allocation logement, donc qui est limité aujourd'hui à une chambre en colocation pour les moins de 35 ans, ce qui était auparavant le cas pour les moins de 25 ans. Donc ceci a été étendu aux moins de 35 ans de façon à faire des économies. Dans le secteur du logement social, la création, alors tout ça c'est par le biais de ce Welfare Reform Act de 2012 et ensuite celui de 2016, la création de ce qu'on appelle, vous voyez à l'écran, bedroom tax. La bedroom tax est donc la possibilité pour le ministère de la Sécurité sociale de réduire, de baisser l'allocation logement dans le secteur social si le logement est considéré comme trop grand par rapport à la taille de la famille. Et donc, chaque pièce qui est considérée comme superflue entraîne une réduction de 14%, puis 25% de l'allocation logement dans le secteur social. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a eu toute une série de décisions prises par les gouvernements de coalition entre 2010 et 2015, puis par le gouvernement conservateur, donc arrivé au pouvoir en 2016, qui ont fortement donc réduit le pouvoir d'achat des ménages britanniques,
pousser un certain nombre d'entre eux donc vers le parc social quand cela était possible, ou qui les ont poussés à déménager vers des zones beaucoup moins chères du pays, ou encore, comme certaines études l'ont montré, réduire pour faire des économies leur budget alimentaire. Donc, situation donc, du logement et accès au logement dégradé du fait de ces mesures et de ces décisions à partir des années 2010. D'autres décisions sont tout aussi funestes, mais je vais passer peut-être dessus. Pour m'intéresser à Londres, donc pour faire pour zoomer sur la capitale. Alors pourquoi? Parce que, comme de nombreux chercheurs britanniques l'ont expliqué, Londres est l'épicentre de la crise du logement en Angleterre, surtout, mais britannique en général. Là que, alors je parle du Grand Londres, hein, c'est là que la crise est la plus aiguë. Et c'est aussi, et cette crise alimente aussi la crise du logement dans tout le sud-est du pays, voire dans la région est aussi. Donc il y a un effet boule de neige d'entraînement voilà, qui a été mis en lumière. Alors quelques chiffres pour illustrer cette situation, la tension du marché du logement à Londres et l'ampleur de la crise. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le marché du logement à Londres s'est détaché du reste du pays à partir fin des années 2000, 2007 environ. Je vais vous montrer, voilà, un graphique qui montre l'envolée donc du rapport, encore une fois, logement-revenu à Londres, donc qui très clairement à partir de la fin des années 2000, avant la hausse suit plus ou moins le reste du pays, et ensuite il y a donc un décrochage et une envolée extrêmement rapide. Donc, quelques chiffres pour illustrer donc, cette situation à Londres. La région donc, londonienne contient 18 des 20 collectivités territoriales les moins abordables du pays, avec un ratio donc prix immobilier, salaire qui est en moyenne de 14. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du ratio anglais qui est de 8 aujourd'hui et du ratio idéal qui est de 3,5. Donc on est à 14 dans la région londonienne. On parle de région hein, dans les statistiques, pour les statistiques britanniques. Euh, Dans certains boroughs de Londres, comme Westminster, ce ratio atteint 38. Donc également, ça vous donne une idée en fait, de la dégradation du marché du logement dans certains quartiers londoniens. De manière générale, les prix londoniens, donc les prix immobiliers, sont de 78% au-dessus de la moyenne britannique. Les locataires du privé payent en moyenne 42% de leurs revenus en loyer, donc bien au-delà des 33% qui sont considérés comme soutenables. Les loyers sont 2 fois plus élevés que la moyenne nationale. Et de nombreuses études ont montré que cette inflation immobilière avait des conséquences sociales très concrètes. Le surpeuplement est bien plus élevé donc à Londres, dans la capitale, que dans le reste de l'Angleterre. Le taux de pauvreté infantile en particulier est bien supérieur également. Cette dégradation immobilière induit aussi un exode urbain. Comme je le disais, la fuite en particulier de jeunes couples avec enfants qui ne peuvent plus se loger dans Londres ou de travailleurs clés, donc des services publics, qui vont chercher un emploi dans des zones du pays qui sont plus abordables. Alors, comment expliquer cette situation londonienne? Alors, il y a des facteurs nationaux, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'ensemble de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne, ce qu'on appelle le manque d'élasticité, donc l'absence de réponse de l'industrie du bâtiment aux signaux du marché, aux besoins de la population en logement. L'industrie du bâtiment à Londres comme ailleurs n'a pas su répondre donc à la demande et elle produit environ 43 000 logements par an, tous logements confondus. Alors que le London Plan, donc la stratégie du Grand Londres publiée par le maire, montre qu'il en faudrait au minimum 66 000, voire 100 000 par an pour rattraper le retard. Et dans ces logements
dans ce total de logements, il en faudrait environ 65% abordables, de logements abordables. Donc ça, c'est un problème qui est national, l'absence de réponse de l'industrie du bâtiment. Euh, mais Londres souffre de facteurs qui lui sont spécifiques, qui expliquent aussi le problème, l'ampleur de la situation et de la crise du logement à Londres. Premièrement, la ville, la capitale est soumise depuis 1989, date du retournement, à une croissance démographique très rapide. Donc l'industrie du bâtiment n'a jamais pu, en fait, à laquelle elle n'a pas pu répondre. Donc, croissance démographique, vous pouvez voir, je crois, à l'écran, plus 11% entre 2011 et 2021, plus 7% entre 2021, pardon, 2021-2011 et 2001-2011, 11%. Donc, croissance démographique, financiarisation, deuxième problème de Londres, c'est-à-dire la mise sur le marché de très nombreux programmes d'investissement, donc les fameux buy to let et build to rent dont je parlais précédemment, qui représentent aujourd'hui environ 50% de toutes les constructions londoniennes. Alors, ces logements, le problème de ces logements, c'est qu'en fait, ils induisent une inflation immobilière, donc ils tirent les prix vers le haut. Ces programmes il y a eu des enquêtes de fait à ce sujet pour essayer de mieux comprendre ces investissements. Ces programmes sont portés pour environ 13% par des investisseurs étrangers, puisque Londres est vu naturellement comme un marché extrêmement lucratif. Aujourd'hui, ces programmes sont portés par quelques grandes institutions financières, des fonds de pension, par exemple, euh, des, euh, des, euh, des promoteurs internationaux. Troisième raison, troisième cause vraiment locale qui explique donc la dégradation de la situation londonienne, c'est ce qu'on appelle la politique de estate regeneration. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la décision depuis les années 2000 d'un certain nombre de boroughs, donc d'arrondissements de Londres, de détruire des cités HLM d'après-guerre, construites après-guerre, construites à faible densité, donc avec des espaces verts très très importants, et donc une faible densité de logements, et donc de les détruire en collaboration parfois avec des promoteurs privés, mais parfois uniquement donc un projet local porté par la collectivité, par un borough. Donc de les détruire pour reconstruire à forte densité davantage de logements. Et le problème, alors en théorie c'est une bonne chose, ça permet de construire davantage de logements et de répondre à la pénurie londonienne. Le problème, c'est que les logements détruits sont souvent remplacés, donc ils sont souvent des logements sociaux, donc des logements HLM. Les logements sont souvent remplacés parce qu'il y a eu une faille dans la loi jusqu'à assez récemment, par des logements abordables, donc des logements dont les loyers ne sont plus sociaux, mais jusqu'à 80% des loyers locaux. Donc ça, c'est un premier problème. L'autre problème que pose cette rénovation en fait, des cités HLM, démolition-rénovation, c'est que très souvent, enfin assez souvent, les collectivités locales, pour reloger les anciens locataires, pour s'acquitter de leur obligation de reloger les anciens locataires de logements sociaux, transfèrent ces locataires hors de l'arrondissement, voire hors de Londres, tout simplement parce que les nouveaux logements abordables ne sont plus accessibles pour ces locataires. Donc, elles sont prises entre leur obligation de reloger ces locataires et les prix des logements abordables qui sont construits après rénovation. Et donc, il y a eu énormément d'études faites sur le sujet. Vous avez à l'écran ici une reprographie, une reproduction donc,
d'un ouvrage de Hannah Minton, donc qui s'intéressait à la question, qui montre en particulier dans Londres Centre, les très nombreuses opérations de rénovation-démolition, puisque la plupart de ces cités HLM d'après-guerre sont situées dans le centre de Londres, en Inner London. Vous avez à côté à droite donc un graphique qui montre les transferts de population, hein, en dehors donc de certains quartiers et en dehors de certaines cités HLM très connues, comme là en particulier le Highgate Estate, qui était donc à Elephant and Castle. Et là, donc sur cette slide, vous avez deux projets de rénovation et démolition. Vous avez à gauche Cressingham Garden, avant démolition, donc vous voyez les espaces verts, hein, très importants, et la faible densité, puisqu'en fait, ce sont des bâtiments assez bas, hein, donc d'un étage. Et vous avez à droite un exemple donc de cité HLM en cours de démolition, avec devant ce qui étaient des espaces verts et qui vont être lotis à très haute densité. Et donc, ce contexte particulier londonien de démolition, rénovation-démolition, mais aussi de tensions immobilières très très fortes, explique la forte mobilisation euh, et les campagnes donc à Londres pour défendre certaines cités HLM avec plus ou moins donc de bonheur et l'intervention d'un certain nombre de personnalités britanniques pour soutenir les locataires de ces cités HLM. Donc c'est vraiment un contexte très particulier. Alors je vais passer très très vite, juste pour vous dire sur cette slide, parce que je vois que le temps tourne, pour vous dire que mon propos a surtout porté sur l'Angleterre. Les chiffres que j'ai donnés sont surtout des chiffres donc, qui illustrent la situation en Angleterre, que la situation est très différente dans le reste du Royaume-Uni, puisque le logement est l'une des matters, l'une des compétences qui a été décentralisée à partir de 97 vers les nouvelles institutions politiques en Écosse, au Pays de Galles, et un peu moins en Irlande du Nord, parce que l'Irlande du Nord possédait déjà Northern Ireland Housing Executive. Mais tout ça pour vous dire que les institutions donc écossaises et galloises ont fait des choix différents de l'Angleterre, des gouvernements anglais. Surtout, alors pour ce qui est de l'Écosse, à partir dès 2001 sous les gouvernements écossais travaillistes, mais surtout après 2007, lorsque le SNP est arrivé au pouvoir dans un gouvernement minoritaire, et après 2011, lorsqu'il est devenu majoritaire. Même chose au Pays de Galles. Le Pays de Galles, à partir de 2011, à partir du moment où il a reçu davantage de pouvoir en matière de logement en particulier, s'est petit à petit rapproché de ce qui se faisait en Écosse. Donc, des choix très, très différents en matière de logement social, par exemple. On parle, par exemple, en Écosse, de davantage d'égalitarisme, de justice sociale. Et ceci s'est traduit jusqu'à tout récemment par exemple, un taux de construction de logements sociaux, pas uniquement abordables, mais sociaux, supérieur au reste du Royaume-Uni, un taux de pauvreté infantile inférieur et un taux de SDF inférieur aussi. Donc des choix qui ont plutôt euh, porté leurs fruits jusqu'à tout récemment, jusqu'à l'année dernière, où l'Écosse s'est retrouvée aussi confrontée à une crise du logement identique au reste du pays. Donc, conclusion, quelle est la situation aujourd'hui? Euh, Puisque vous le savez, le Royaume-Uni possède un nouveau gouvernement depuis juillet 2024, un gouvernement travailliste. Alors, le gouvernement travailliste, où les travaillistes ont été élus sur donc un programme électoral promettant un certain nombre de choses, en particulier de résoudre la crise du logement, mais ce ne sont pas les premiers à promettre ceci. Et ce qui a été un peu surprenant d'ailleurs, ce qui a un petit peu inquiété les observateurs, c'est que le logement n'a pas figuré dans les 5 promesses clés qu'ils ont faites en février 2024. Le logement est apparu plus tard. Alors, son importance pourtant aujourd'hui semble réelle aux yeux du gouvernement travailliste, puisque la vice-première ministre,
Rachel Reeves, est aussi ministre du Logement. Donc cette double casquette semble en dire long. Le programme électoral avait promis en particulier de réformer le code de l'urbanisme, qui est vu vraiment comme le nœud du problème par les travaillistes, afin d'accélérer la construction. Les travaillistes ont promis de faire bâtir 1,5 million de logements sur 5 ans, ce qui est ce que le gouvernement Johnson avait promis également. Ce qui est nouveau, c'est la promesse de construire de nouvelles villes nouvelles, d'empiéter sur ce qu'ils appellent les grey belts, les zones des ceintures vertes qui sont abîmées et qui pourraient, selon certains spécialistes, représenter 2 millions de logements, simplement en déclassant 2% de ces ceintures vertes. Le parti s'est également engagé à abolir la fameuse section 21 qui permet d'expulser les locataires sans motif sous 2 mois, de réglementer davantage le secteur locatif privé, ainsi que le right to buy, et de faire recruter davantage de planners, donc de responsables de l'urbanisme au niveau local. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faut noter, c'est que le programme de Starmer est beaucoup moins ambitieux et radical que le programme de Corbyn de 2019. Puisque Corbyn, par exemple, s'était engagé à faire bâtir 150 000 logements sociaux par an, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc, les spécialistes du logement pointent un certain nombre d'ambitions limitées qui permettent de douter de la capacité du gouvernement d'atteindre ses objectifs. Par exemple, l'absence de volonté d'augmenter les allocations logement dans le secteur privé, d'encadrer les loyers du secteur privé, le fait que le financement du logement abordable est toujours inférieur à ce qu'il était sous le New Labour entre 1997 et 2010, et qu'il n'y a pas d'objectif chiffré pour le logement social, très social. Et d'autres observateurs pointent quant à eux, les obstacles qui demeurent sur le chemin du gouvernement travailliste, c'est-à-dire une industrie du bâtiment qui est toujours peu innovante, qui manque de main-d'œuvre, qui manque de matériaux également de plus en plus. Et d'autres pointent le fait que toute réforme du code de l'urbanisme se heurtera à des actions en justice par ceux qu'on appelle les NIMBYs, donc ceux qui, not in my backyard, ceux qui cherchent à protéger leur précaré. Voilà. Donc, time will tell. Le temps dira si le gouvernement Starmer fera mieux que les gouvernements précédents en 2029. Voilà. Merci pour votre attention.